Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, un passionné de paléontologie, cette vaste science complexe en perpétuelle évolution qui étudie les êtres vivants ayant vécu sur notre planète. Si vous êtes bel et bien un mordu de fossiles comme moi, vous devez sans nul doute surveiller de très près les dizaines de découvertes effectuées par de nombreux scientifiques chaque année à travers le monde et qui nous permettent d'affiner notre vision ainsi que notre compréhension d'un monde lointain, aujourd'hui disparu. Vous savez également que l'axe majeur analysé par les scientifiques et qui retient facilement l'attention du public est sans nul doute l'étude du Mésozoïque, cette grande période de 180 millions d'années dominée par un groupe d'animaux extraordinaires, les dinosaures. Depuis leur découverte officielle dans la première moitié du 19e siècle, les dinosaures ont tout de suite fasciné les scientifiques et les amateurs de fossiles, devenant rapidement de véritables superstars. Aujourd'hui, l'actualité scientifique dans le domaine de la paléontologie est largement marquée par les études publiées à la suite de découvertes faites autour des dinosaures. Laissez-moi donc le plaisir de vous présenter brièvement 3 découvertes qui ont marqué la paléontologie moderne en nous permettant surtout de mieux comprendre les dinosaures, que ce soit leur anatomie interne, leur développement embryonnaire ou encore leur tragique disparition survenue il y a plus de 66 millions d'années. Je vous propose que nous commencions par notre première découverte que je considère à titre personnel comme l'une des plus importantes de l'histoire de la paléontologie centrée autour des dinosaures. Pour cela, il faut remonter au printemps 1981 lorsque notre premier protagoniste, Giovanni Todesco, un passionné de fossiles italien, se rend dans une carrière près du village de Pietrarora, situé dans le sud de l'Italie. Ce dernier était en fait venu pour mener des fouilles personnelles, au cours desquelles il va trouver le squelette d'une étrange créature qu'il va assimiler, à tort, à un oiseau préhistorique. Ce n'est que bien plus tard, en 1993, que 2 scientifiques du musée d'histoire naturelle de Milan vont identifier le squelette comme étant celui d'un dinosaure, le premier découvert en Italie. En 1998, après 5 longues années d'analyse minutieuse, la description complète du dinosaure, faite par Cristiano Dal Sasso et Marco Signore, est enfin relayée dans la revue Nature. On y apprend au passage le nom officiel donné à cette nouvelle espèce de dinosaure, Scipionyx samniticus. Le Scipionyx samniticus est en réalité un petit théropode de la famille des Compsognathidés, une famille de petits dinosaures carnivores qui doit son nom au célèbre Compsognathus que beaucoup d'entre vous connaissent grâce à la saga Jurassic Park. Alors ça, c'est pour la thèse officielle, car en réalité, je dois vous avouer qu'au cours de mes recherches sur le Scipionyx, j'ai remarqué qu'en 2021, le paléontologue italien Andrea Co a proposé de rattacher le Scipionyx à la grande famille des Carcharodontosauridae, une famille qui comprend les plus grands dinosaures carnivores du Crétacé, avec des membres illustres comme le Giganotosaure, l'Acrocanthosaure ou le Carcharodontosaure. Quoi qu'il en soit, le Scipionyx a vécu au beau milieu du Crétacé il y a 110 millions d'années dans une Europe composée, à l'époque, de quelques grandes îles, le reste étant submergé par une mer peu profonde. Le Scipionyx est également un prédateur dont la taille moyenne tournerait autour des 2 mètres de long et qui, pour se nourrir, chassait divers petits animaux comme des lézards et des poissons. Mais à mesure que je continue de vous parler comme je le fais, vous devez probablement vous poser une question. Mais quelle est donc cette grande découverte évoquée en introduction de ce chapitre ? Eh bien, elle ne réside pas dans l'identification d'une nouvelle espèce de dinosaure, ça vous vous en doutez sûrement. L'aspect le plus important de cette découverte réside en réalité dans le fait que certains des organes de l'animal ont été fossilisés avec le temps. En effet, lors du processus de fossilisation, des couches de roches très fines ont moulé, avec le temps, quelques organes internes de ce dinosaure et ont réussi à les préserver pendant près de 100 millions d'années. Ainsi, à partir de ce fossile, les chercheurs ont pu observer toute une série d'organes, notamment les voies respiratoires, le foie, certains des muscles, mais aussi une grande partie de son tube digestif, contenant d'ailleurs des restes de son dernier repas. C'est la première fois dans l'histoire de la paléontologie qu'on trouve un squelette de dinosaure renfermant des restes d'organes. Ce type de découverte est assez rare car comme vous le savez peut-être, le processus de fossilisation ne conserve quasi exclusivement que les os formant le squelette. Alors, à de très rares occasions, il est possible aussi de trouver des restes de peau, mais les cas de conservation d'organes sont extrêmement rares. Néanmoins, grâce à cette découverte exceptionnelle, les paléontologues ont pu faire des avancées dans leur compréhension de l'anatomie interne d'un dinosaure en apprenant diverses choses notamment sur l'emplacement des organes et leur fonctionnement. De plus, par extrapolation, il est aussi possible de faire des analyses plus précises sur l'anatomie des dinosaures apparentés de près au Scipionyx. Cependant, il faut mesurer notre euphorie, car si cette découverte est bel et bien impressionnante, elle ne permet pas de faire des généralités sur l'anatomie de l'ensemble des dinosaures ayant vécu au Mésozoïque, étant donné que ces derniers ont énormément évolué en de multiples formes et tailles pendant plusieurs millions d'années afin de s'adapter continuellement aux changements des divers écosystèmes de notre planète. Durant de longues années, la théorie avançant l'existence d'un lien de parentalité direct entre les dinosaures et les oiseaux a provoqué un énorme débat au sein de la communauté savante. Aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord pour dire que nos oiseaux modernes, comme notre emblème national le coq, sont des descendants d'un petit groupe de dinosaures théropodes appelés Maniraptora.
Les démonstrations apportées au fil du temps pour valider cette hypothèse sont nombreuses et font régulièrement l'actualité. La dernière découverte majeure dans ce domaine remonte au mois de décembre 2021, lorsqu'une équipe de paléontologues a publié un article démontrant que le développement embryonnaire des dinosaures est calqué sur celui des oiseaux. Cette théorie très intéressante est venue après la découverte d'un œuf d'Oviraptorosaure exhumé en Chine au début du siècle et qui renferme en son sein le fossile parfaitement conservé d'un dinosaure adoptant une position similaire à celle de certains oiseaux. L'œuf en question, au centre de l'étude, mesure 17 cm de long et 8 cm de large, soit légèrement plus imposant qu'un œuf d'autruche. Il renferme les restes fossilisés d'un bébé dinosaure surnommé Baby Yingliang et qui mesure 27 cm de la tête à la queue. L'âge exact de l'embryon est compris entre 72 et 66 millions d'années, soit la période marquant la fin du Crétacé. Il appartient à la famille des Oviraptorosaures, un groupe de dinosaures théropodes composé de diverses espèces de dinosaures à plumes qui ont vécu en Asie et en Amérique du Nord pendant une grande partie du Crétacé, entre 125 et 66 millions d'années. Les Oviraptorosaures sont aussi des membres du groupe des Maniraptora, ce qui permet de penser que ces voleurs d'œufs pourraient s'apparenter aux oiseaux actuels. Comme beaucoup de découvertes faites autour des dinosaures, l'histoire derrière celle de l'œuf est assez rocambolesque. C'est la société Yingliang Group, spécialisée dans l'extraction et la vente de minerais, qui en 2000 fait la découverte de cet œuf dans la province de Jiangxi, au sud de la Chine, une région réputée pour son abondance de fossiles et de nids d'Oviraptorosaures. Par la suite, notre œuf fut stocké avec une série d'autres œufs, également découverts sur le même site de fouilles, et seront pendant plus d'une décennie oubliés dans les réserves de la société. Mais en 2015, la compagnie décida la création d'un musée au sein de leur siège social à Xiamen, dans la province du Fujian, afin d'exposer certains de leurs trésors. C'est dans ce contexte qu'un des employés aperçut sur l'œuf une fissure en surface permettant d'entrevoir quelques morceaux d'os supposant la présence d'un embryon. Après avoir soigneusement retiré la coquille et les sédiments qui avaient pénétré dans l'œuf, un technicien révéla un petit dinosaure recroquevillé sous la coquille et qui, de surcroît, était en parfait état de conservation. Les paléontologues le considèrent même comme étant le plus complet à avoir été mis au jour actuellement. Cette opportunité est due en grande partie au possible glissement de boue qui l'a enterré il y a 66 millions d'années, le protégeant ainsi de l'érosion du temps et des charognards. L'équipe responsable de l'étude a rigoureusement inspecté l'œuf ainsi que son contenu, et après plusieurs analyses et observations, les paléontologues ont été ébahis par ce petit dinosaure qui affiche une position embryonnaire assez particulière. En effet, l'animal est retrouvé avec la tête reposant sur son ventre. Ses genoux sont repliés jusqu'au niveau de ses minuscules pattes avant, tandis que son dos est recourbé s'appuyant sur l'une des extrémités de l'œuf où se tient la chambre d'air, servant à la fois d'amortisseur pour l'embryon et de poche d'oxygène utilisée lors de l'éclosion. Cette posture, inédite pour un dinosaure, a déjà été observée chez nos oiseaux modernes et s'intègre dans un schéma appelé tucking. Le tucking est un mécanisme unique contrôlé par le système nerveux central de l'animal, intervenant dans les jours précédant l'éclosion, et dont l'objectif est de faciliter la sortie des poussins hors de l'œuf. Les embryons qui n'arrivent pas à suivre ce schéma ont de plus grands risques de mourir par manque d'oxygène dans leur œuf. Cette découverte est d'une importance capitale car elle a permis de lever, en partie, le voile sur une facette assez méconnue des dinosaures, à savoir leur développement embryonnaire au sein d'un œuf. Il faut dire aussi que la paléontologie est confrontée à un problème majeur émanant de l'absence d'embryons bien conservés. Jusqu'alors, les paléontologues ont surtout eu affaire à des amadaux disloqués entassés au fond des œufs. Face à cette situation, les savants sont donc limités dans leur compréhension des événements qui se produisent à l'intérieur d'un œuf de dinosaure avant l'éclosion. Ainsi, malgré le caractère remarquable de cet œuf, le manque de preuves supplémentaires engendre quelques interrogations, car une telle posture n'a jamais été observée chez d'autres dinosaures, qui ont plutôt une posture assise avec la tête penchée sur la poitrine jusqu'à l'éclosion. Enfin, la découverte des fossiles de ce type est essentielle pour comprendre les différentes étapes de l'évolution qui ont conduit à l'émergence de nos oiseaux modernes. Néanmoins, l'œuf ne permet pas d'élucider un des plus grands mystères qui entourent le lien entre dinosaures et oiseaux. Il s'agit tout simplement du remplacement des pattes avant par des ailes suffisamment longues pour le vol. À l'heure actuelle, les scientifiques ignorent comment et combien de fois ce changement s'est produit chez les dinosaures, mais des indices relatifs à des transformations évolutives pourraient être trouvés dans le développement précoce des animaux concernés. Cependant, face à la rareté des embryons en bon état, il est ardu de tirer des conclusions définitives. Vous connaissez sûrement l'histoire des événements qui ont conduit à la fin du règne des dinosaures, mais pour ceux qui l'ignorent, voici un petit résumé. Il y a 66 millions d'années, à la fin de l'ère Crétacé, un gigantesque astéroïde d'une dizaine de kilomètres de long flotte tranquillement dans le vide spatial, se dirigeant lentement mais sûrement vers notre bonne vieille planète bleue. Sur sa route, aucun obstacle, rien qui serait en capacité de l'arrêter. Et à mesure que l'astéroïde approche, sa vitesse augmente due à l'attraction planétaire. Lorsqu'il arrive dans l'orbite de notre planète, sa vitesse grimpe encore, rentrant dans notre atmosphère à la vitesse vertigineuse de 11 km par seconde. Frappant de plein fouet la Terre, ce titan stellaire provoque une déflagration équivalente à l'explosion de milliers de bombes atomiques. L'impact violent tue toute forme de vie sur le coup, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, et entraîne de surcroît la formation d'une série de cataclysmes apocalyptiques. Violents tremblements de terre, intenses éruptions volcaniques, puissants ouragans et incendies géants qui, ensemble, vont balayer tous les recoins de la Terre.
Pire encore, le météore s'est écrasé dans une mer peu profonde, créant un méga tsunami qui va ravager les côtes déjà meurtries. Mais ce n'est pas tout, loin de là, car la collision avec la Terre va entraîner l'expulsion de roches en fusion et de poussière dans l'atmosphère. Un nuage de débris se forme alors tout autour du globe, masquant les rayons du soleil. Privés de lumière, les plantes ne peuvent survivre et meurent en masse. Les dinosaures herbivores, manquant de nourriture, meurent à leur tour, suivis plus tard des espèces carnivores. Les paléontologues estiment que la chute des dinosaures n'aura pris que quelques mois, voire quelques semaines. Après 160 millions d'années de règne, les grands et terrifiants dinosaures disparaissent définitivement. Ou presque, mais là c'est une autre histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Depuis la découverte des premiers dinosaures, la question de la disparition de ces derniers a suscité bon nombre de fantasmes parfois exubérants. Au fil du temps, d'intenses débats ont eu lieu au sein de la communauté scientifique pour déterminer les origines de cette disparition. Aujourd'hui, la cause exacte et le déroulé des événements dont je vous ai fait un bref résumé juste avant semble être la thèse officielle expliquant la fin des dinosaures. Cet événement tragique déchaîne toujours les passions et plusieurs chercheurs se penchent encore sur cette question pour mieux comprendre cet épisode apocalyptique, leur découverte venant ponctuer régulièrement l'actualité scientifique. Récemment, une étude parue en février 2022 par une équipe de paléontologues menée par la doctorante Mélanie During et le spécialiste des vertébrés Dennis Voten de l'université suédoise d'Uppsala suppose que le règne des dinosaures a pris fin au cours du printemps il y a 66 millions d'années. Les chercheurs responsables de cette publication ont étudié des restes d'esturgeons et de poissons spatules découverts sur le site de fouilles de Tanis dans le Dakota du Nord. Ils ont d'abord établi que ces poissons ont tous péri dans les 15 à 30 minutes suivant l'impact de la météorite. Leur décès fut en réalité provoqué par d'intenses coulées de boue et de débris, conséquence du grand raz-de-marée cité plus tôt. Ensuite, ils ont analysé les ossements de ces poissons en se focalisant de plus près sur les cellules osseuses, car ces dernières, chez les vertébrés, sont des témoins de la croissance d'un individu, un peu comme les cernes des arbres que vous pouvez trouver sur des troncs sciés lors de vos balades en forêt. Parmi tous les poissons étudiés, la densité et le volume des cellules osseuses peuvent être tracés sur plusieurs années et indiquer si c'était le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Les cellules osseuses étaient relativement petites, mais elles commençaient juste à grossir de nouveau, ce qui coïncide avec le printemps. Ainsi, grâce aux résultats fournis par les analyses, les scientifiques se sont rendus compte que ces poissons fossilisés étaient au premier stade d'un nouveau cycle de croissance rapide du squelette qui intervient normalement au printemps. De plus, pour confirmer leurs soupçons, les chercheurs ont en parallèle analysé la concentration dans les eaux d'isotopes de carbone que l'on peut retrouver dans le zooplancton. Cet élément, qui vient enrichir le squelette des poissons, s'il est ingéré en grande quantité, est nécessaire pour déterminer le régime alimentaire annuel d'un poisson. L'analyse se concentre plus précisément sur l'oscillation dans le rapport d'abondance qui permet de savoir, entre autres, si l'on est au printemps, c'est-à-dire au moment où les quantités de zooplancton commencent à croître au sortir de l'hiver. Le record de croissance du rapport n'ayant pas été atteint à la mort des poissons, on devait donc être au début du printemps dans l'hémisphère nord. Cette nouvelle donnée pourrait paraître futile, mais elle permet surtout de donner plus de précision sur l'Armageddon céleste qui a enseveli, à tout jamais, la dynastie de ces grands et impressionnants animaux que sont les dinosaures. Pour finir, selon les savants responsables de la recherche, la détermination de cette saison est importante pour aider à comprendre comment les survivants ont survécu et prospéré ensuite. Voilà, c'est sur ce chapitre un petit peu gai et joyeux que je vous laisse, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. La vidéo de la prochaine fois sera centrée sur quelques anecdotes sympathiques autour des dinosaures, notamment des fossiles qui ont été envoyés dans l'espace. Sur ce, je vous dis à très bientôt.